Hello, bienvenue pour ce premier épisode de Pas Parfait mais Authentique. L'idée à travers ce projet, c'est de redéfinir les codes de masculinité à travers le self-care. Et dans ce nouveau format, je vais inviter des intervenants à discuter sur comment on redéfinit ces codes-là, pourquoi c'est important de les redéfinir, dans une période où on sait que ça peut être difficile de se placer dans la société et à la fois, nous les gars, on doit prendre nos responsabilités pour pouvoir se comprendre, se connaître, prendre soin de nous dans une période où on n'a plus trop d'excuses. C'est vrai qu'on n'a pas forcément les clés, alors alimenter la réflexion à travers ce sujet qui est majeur pour nous en tant qu'hommes, en tant que père, en tant que frère, en tant que conjoint, et je vous invite à venir avec moi là-dedans. Salut Christian. Salut. Comment tu vas ? Ça va, ça va. Bon, je t'ai invité parce que j'ai besoin que tu m'aides à répondre à la problématique de comment redéfinir les codes de masculinité à travers le self-care. Ouais. C'est pour ça que tu es là, ça va ? Tout va bien ? Tout va bien. Déjà, merci de l'invitation. Je suis très touché que tu aies pensé à moi. Écoute, c'est parti, let's go. Déjà, j'ai besoin que tu me racontes, si tu le veux bien sûr, ton histoire. Mon histoire, mon histoire, elle est assez complexe. Hein. Je suis Christian, d'origine congolaise, grandi en Belgique et au Canada. Okay. Et j'ai atterri ici il y a 2 ans, en 2024, parce que je me suis mis avec une Française du sud de la France et qui avait besoin du soleil, qui en avait marre du Canada et qui était fatiguée d'avoir froid. Et nous voici ici dans la région en train d'aborder une nouvelle aventure, quoi. Ouais. Et j'ai pu te rencontrer. Au salon, quand tu es venu te faire couper une fois, 2 fois. Et le courant, il est passé. Le courant est passé. Ouais. On a eu des superbes discussions parce que les discussions qu'on a eues, en fait, c'est ce qui m'a amené et qui a fait émerger chez moi la volonté vraiment de pouvoir t'inviter ici, parce que c'est vrai que je rencontre du monde toute la journée et on a chacun nos profils et moi cette problématique pour moi est importante, étant comme toi aussi papa, moi je suis papa aussi, tu sais. Est-ce qu'on peut parler de bromance ? Hey, et j'ai une question sur ton histoire. Tu es d'origine congolaise. Oui. T'es né, grandi en Belgique. Oui. Ok. Et t'as été éduqué aussi au Canada. Voilà. L'ambivalence, techniquement, de ces 3 points de départ, comment tu conjugues avec tout ça ? Et quelle place ça prend dans ta vie ? Ça, c'est une très très bonne question. Mère et père qui te donnent une éducation africaine. Vraiment, pourtant tu vis en Belgique dans les années 80, 90. Dans une Europe et une Belgique peut-être moins bienveillante qu'aujourd'hui, parce que je pense qu'aujourd'hui on y vit bien avec plusieurs cultures qui se mélangent et ça va. Mais à ce moment-là, c'était plus difficile. Donc voilà, donc c'était plus, on était en clan un peu avec les cousins, les cousines et toute la diaspora congolaise. Parce qu'il faut savoir que la Belgique est une ancienne colonie, le Congo est une ancienne colonie belge et donc beaucoup de Congolais sont en Belgique et donc moi j'avais une bonne famille en Belgique, donc j'ai grandi avec les cousins, cousines là-bas. Mais voilà, étant donné que la réalité était telle qu'elle, tu pouvais naître en Belgique et ne pas avoir de papier belge. Okay. Il n'y avait pas le droit de sol, comme on peut l'avoir ici en France. Et donc, de ce fait, j'ai grandi sans papier. Ouais. Et donc, ça m'a façonné. Ça m'a façonné dans la peur, ça m'a façonné dans la recherche d'identité aussi. La recherche d'identité, des trucs tout cons, être dans une équipe de foot et pas pouvoir justement venir faire des tournois ici en France, parce que là maintenant l'Europe c'est mais on est assez vieux pour avoir connu les francs et justement c'était segmenté. Voilà. Et donc c'est des choses que quand je l'ai fait, on venait, on devait se cacher à l'arrière du bus pour venir faire le tournoi ici dans le nord de la France, des tournois, des petits tournois de foot par exemple, mais voilà, c'est comme ça que je me suis construit. Bon, après, donc, on a été obligés face à cette réalité, de partir dans un, mes parents, ils se sont dit, voilà, on n'est pas accepté comme chez nous ici.
malgré tout ce que le Congo a fait pour la Belgique, hein, on peut pas. Donc on va essayer de trouver un renouveau et notre Eldorado, c'était le Canada. Mon père est parti au Canada. Effectivement, ça a été un Eldorado. Il a ouvert son business, son magasin, son épicerie. Et pendant 20 ans, on a fonctionné là-dedans. Moi, j'ai pu aller à l'école privée là-bas. C'était vraiment un autre mode de vie, sauf que c'était loin de la famille. Ouais. Donc là, c'était plus seul, avec des communautés différentes, des communautés qu'on connaît pas trop ici en France, comme les Haïtiens, les Jamaïcains, l'anglais, le français. Donc tout ça a été aussi une partie de ce que je suis. Et tout ça est une partie de ce que je suis. Et là, pour me retrouver quand même finalement sur le vieux continent, ici dans le sud de la France, parce que j'ai rencontré une merveilleuse femme. Comment tout ça, finalement, dans ton parcours en tant qu'homme, avec un grand H, un petit H aussi d'ailleurs, ça te permet de est-ce que tu peux me donner ta définition de ce que c'est qu'un homme à travers... Je pense que je vois où tu vas en venir. Voilà, c'est ça. J'essaie de poser les mots, mais... En fait, ça aide à relativiser. En fait, toutes les épreuves, elles aident à relativiser. Et une construction comme la mienne, en soi, c'est une épreuve. C'est une épreuve quand je te dis que ça nous est arrivé de courir parce que voilà, on n'avait pas de papier, tu vois, de se sentir pourchassé, sentir ses parents stressés par rapport à une situation qui les appartient pas, c'est stressant. Et on en a vite parlé du fait que voilà, au niveau des ancêtres, il y avait aussi beaucoup de stress et tout ça. On relativise au bout d'un moment quand on sent que voilà, finalement la vie, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas contrôler. Mes parents ont fait des choix qui m'ont finalement conditionné, mais aussi protégé, et qui me permettent d'être ici avec toi, à l'aise. Moi, aujourd'hui, par exemple, l'homme que je suis travaille dans le social. Pour redonner un petit peu, et au Canada j'étais policier pour redonner à la société quand même un peu de comment expliquer, d'espoir, un peu de protection, de force, de soutien, parce que et de vertu aussi, parce que tout ça, ce sont des choses, tout ce dont on a parlé, ce sont des choses, on parle de papier, on parle de on l'a pas dit, mais le racisme en Belgique, c'était voilà. Et en fait, nous sommes que tous. C'est un peu gnangnan de le dire comme ça, mais on n'est que des hommes, on n'est qu'amour, on n'est que respect, et c'est ça. Et ma façon de pouvoir le donner, c'est voilà. Quand j'étais policier, c'était d'être ce genre de policier qui allait jouer au foot avec les petits, qui s'amusait, qui donnait la main aux bandits, ceux qu'on dit bandits, alors qu'on a grandi avec eux et on sait que on peut comprendre le pourquoi du comment. On se pose des questions un peu plus poussées, et voilà, on punit le crime mais pas la personne. Et souvent c'est ça dans le racisme, c'est ce que tu représentes. On a parlé ensemble aux yeux de l'autre. Et voilà, l'homme que je suis aujourd'hui, voilà, il essaie de faire fi de tout ça, et pas fi au sens je sais que ça existe. Mais on a cette responsabilité par notre vécu de donner un certain exemple. Ce poids-là, il est encore sur nous, parce qu'on doit faire, we have to do better. Voilà. Definitely. Et voilà, donc l'homme que je suis essaye de faire ça, et surtout avec les enfants et la paternité, ça c'est une autre dimension qui te fait prendre encore de la hauteur et du recul sur toutes ces choses-là. Moi, je vois mon père, donc moi, c'est les Antilles, donc c'est overseas aussi. C'est autre chose. Mais je parle de mon père, puisque lui, il a grandi, il est né en Guadeloupe, il a grandi en Guadeloupe, il est arrivé en France à 18 ans. À contrario, moi, je suis né ici, je suis né à Paris, quoi. Moi, il m'expliquait souvent, même dans ses rapports, peut-être avec son père et tout, t'as pas le temps de te plaindre, quoi. T'as pas le temps. Oh là là, non, on dirait qu'il y a quelque chose que tu ressens, tout. Oh là là, non, c'est sur le côté, ça compte pas. Aujourd'hui, par exemple, j'ai des discussions avec mon père. Des fois, j'appelle mon père pour lui dire,
Bon, écoute, j'ai pas besoin que tu me donnes de conseils. Ouais. J'ai pas besoin de ça. J'ai juste besoin de t'appeler pour que tu m'écoutes, me plaindre, en fait. Ouais. Tu vois, sachant que je fais ça avec mon père. Ouais. Donc, je prépare les bases de pouvoir lui dire je vais me plaindre. Alors qu'avec ma mère, c'est pas du tout le cas. Ma mère, je l'appelle, je débite direct, quoi. Et puis, je l'appelle plusieurs fois par semaine, tu vois. Mon père est un homme, je suis un homme, tu es un homme, etc. Comment, du coup, à travers ça... Ouais, je sais pas. Franchement, c'est une question... Là, tu vois, ouais, on peut aller dans plein de sens. Hein. Un homme, bon, moi... En 2026, on va se le dire, on a des sentiments. C'est qu'avant, on ne pouvait pas parler de nos sentiments, de ce qui nous fait mal, de ce que l'on ressent. On devait le ressentir. Et aujourd'hui, pour moi, l'homme que je suis, de toute façon, j'arrive pas. Moi, je suis quelqu'un de très sentimental. Je le dis, je le dis ouvertement. Tout le monde autour de moi pourrait te le dire. Et c'est quelqu'un qui a il faut par contre avoir des principes. Et il faut savoir se positionner aussi parfois. Et il faut aussi savoir voilà, respecter. Il faut que tu sois respectable. Il faut que tu sois... respectueux, respectueux. Il faut que tu et dans ça tu peux trouver un certain équilibré aussi. Hein. C'est pas seulement j'en connais des hommes qui passent leur vie voilà à la salle, ou bien des hommes qui passent leur vie devant les... Mais non, tu peux tu peux un peu t'amuser, un peu t'entraîner, tu peux un peu être que sérieux, focus, très... Voilà. Donc c'est un peu de tout. Tu peux prendre soin de toi aussi. C'est pas que les femmes qui prennent soin. C'est comme ça qu'on s'est connus, tu vois. Donc skincare. Voilà. Skincare, voilà. Ça, j'y suis pas encore. Hein. J'essaie de me mettre une. On va y aller. T'inquiète pas. Voilà, c'est ça. C'est large. Être un homme, mais c'est aussi quelque chose qui est en évolution. C'est parce que être un homme, c'est un homme dans la société dans laquelle on est, tu vois, c'est pas quelque chose... je pense qu'un homme de Cro-Magnon, c'était pas la même chose que... Tu vois ce que je veux dire? Oui, tu vois, alors ça c'est hyper intéressant que tu dises ça, parce que, si tu veux, on a une vision aussi de l'homme de Cro-Magnon qui est pas exactement celle... qui était pas exactement celle. C'est-à-dire qu'on le réduisait peut-être à l'état animal. Il y a même une pensée aussi de réduire l'homme à simplement sa force physique et son manque de langage, et tout, etc. Finalement, ça tend aussi à appuyer sur les inégalités qu'on a dans nos sociétés, quoi, tu vois. Alors que dans cette période-là, physiquement, déjà, on n'était pas pareil, les hommes comme les femmes, tu vois. Ça, c'était, je crois, démontré scientifiquement. Tout ça pour dire comment j'en viens à... Finalement, comment on arrête d'être la caricature de nous-mêmes, quelque part aussi, tu vois. C'est-à-dire d'être toujours... alors, être à la fois pas victime en mode oui mais regarde je ressens ça et je suis pas écouté, parce que je pense que c'est un devoir qui est personnel avant toute chose, s'écouter soi-même, c'est déjà pas facile, hein, parce que quand on est dans ce truc, voilà, et en même temps pas être la caricature de soi-même à l'inverse, de dire ben non mais en fait je vais tout droit, j'écoute pas, je ressens rien, enfin. Exactement. En fait, je pense que l'homme moderne se doit de plus s'écouter. Dans ce que tu dis, ça résonne beaucoup dans la tête. L'homme moderne se doit de plus s'écouter. L'homme moderne n'a plus à chasser comme l'homme de Cro-Magnon. Il faut arrêter faut un peu prendre exemple sur ce que les femmes font, c'est-à-dire d'arrêter de prendre les autres pour se définir. Donc, avant, c'était l'homme qui définissait ce que la femme était. Aujourd'hui, il y a un peu un renversement des forces, hein. On va le dire de cette façon-là. Et nous aussi, on doit s'émanciper du regard de l'autre. Et le dire, c'est facile, hein, mais et on doit regarder à l'intérieur de nous-mêmes et voir ce qui nous compose en tant qu'homme. Moi, comme je vous l'ai dit, je vous ai parlé de mes émotions, ma sensibilité. Je pense que c'est quelque chose qui me représente beaucoup. Je pense que j'ai une certaine intelligence émotionnelle. C'est pas pour me jeter des fleurs, mais... Non, jette pas des fleurs. C'est ça, quelque chose... Non, mais c'est quelque chose qu'on fait pas. Non, c'est vrai. Mais voilà. C'est quelque chose qu'on fait pas. En tout cas, dans la société... je pense que... Les sociétés, ça en fait très peu, quoi. Ce sont des choses qui... Pourquoi j'ai cette intelligence-là, c'est parce que je la cultive. C'est pas une intelligence que tu... c'est des choses qui m'intéressent. Et voilà, moi, je l'ai pas dit, mais aujourd'hui, je suis éducateur. Je travaille avec des jeunes qui sont en difficulté, qui ont du mal, eux aussi, à se construire pour des raisons qui sont différentes des miennes. Mais je passe mon temps... C'est ma grande force dans mon travail, je crois, à essayer de saisir
l'émotion. Ouais. L'émotion. Et c'est ma façon d'être l'homme, une masculinité positive en fait. D'être à l'écoute, mais à l'écoute de ce qu'ils sont et de ce qu'ils ressentent. Ouais. Et donc ça, c'est ma façon d'être l'homme, c'est le Christian 2026. J'aurais pas pu te dire ça il y a 10 ans. Et j'espère que quand je regarderai ça dans 10 ans, je me dirai que j'ai continué à cultiver ça. Parce que c'est important aussi d'être capable de se regarder dans le miroir et se dire ouais, je suis là où j'aimerais être, peut-être pas financièrement, mais mentalement, être fier de l'homme que l'on est. Et pour le moment, aujourd'hui, ça va. C'est ce qui me permet d'être ici et partager mon opinion. C'est fort, puisque j'ai un milliard de trucs à dire, mais... On vient de loin. J'ai un milliard de trucs à dire, et puis en même temps, bon, je vais suivre la trame. Tel que j'avais marqué, dans le cas tous les deux, nous sommes tous les deux des hommes noirs. Oui. Oui, je vois. Ouais, trop bien. Ça va. Toi, t'es d'origine congolaise, ce qui est encore différent de moi, parce que c'est les Antilles, donc c'est pas pareil aussi. On sait qu'il y a plein de spécificités au sein même des cultures, parce qu'il n'y a pas une culture afro, en fait, il y en a plusieurs au sein. Et j'avoue que il y a tellement de choses à dire que je pense manquer même de culture sur beaucoup de choses là-dessus. Mais c'est vaste, c'est pas trop de ta faute, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été cachées et qui ont été enfouis à la faveur de la culture occidentale, on va se le dire. Et on est issus. C'est différent. Et là, maintenant, notre travail à nous, c'est d'aller rechercher ça. C'est ça. Et justement, en fait, c'est exactement ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, maintenant, vu qu'on a beaucoup plus accès à l'information, beaucoup plus accès aux connaissances, que la parole aussi se libère, pouvoir parler avec l'ancienne génération, tu vois. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as des discussions peut-être avec tes parents, qui n'étaient pas possibles avant, et moi aussi, à fur et à mesure aussi qu'on grandit. Et sur ce que tu dis, les parents, ils participent à cacher des choses parce qu'ils ont été matrixés, je vais le dire comme ça, par la colonisation. Et eux, ils ont appris dans des écoles où il fallait être comme l'occidental. Et donc, eux aussi participent à... Moi, mes parents, mon père ne me parle pas en lingala, qui est la langue du Congo. Heureusement, ma mère, elle faisait, et heureusement que j'avais cette oreille-là pour essayer de comprendre, mais parce que c'était beau et bien de parler français. Donc, ils participent à ça. Donc, c'est parfois difficile, à travers les parents, de faire ces recherches-là. J'ai beaucoup entendu parler de cette difficulté que notre génération, de transmission, qui va nous servir pour pouvoir nous grandir et même évoluer en tant que personne. Et la question, c'est plutôt comment, du coup, nos cultures respectives, en tout cas toi, ta culture, pour toi, elle a un impact sur ta condition d'homme. Et un impact qui n'est pas forcément négatif ou positif, mais quel est l'impact et comment toi tu te détaches ou tu t'appuies sur ça? Ben là, il y a un renouveau. Là, en ce moment, tu l'entendras beaucoup dans notre génération. Il y a un peu un mouvement génération sans complexe où on se défait des complexes de ce qui a été fait et on est ce qu'on est. Et ce qu'on est, c'est des Africains en Europe. Moi, c'est ma vision et je sais que c'est pas très français de parler de cette façon-là parce que il y a des valeurs de républicaines et tout ça. Et donc, quand tu as la nationalité, ce que j'ai pas, je suis encore canadien, donc je fais encore peut-être anglo-saxon. Je fais encore parler comme ça. Et c'est vrai que voilà, là-bas, tu vois, on parle afro-américain, on parle oui, ces racines, on les met à l'avant. Et moi, je suis pour cette façon de faire parce que ça te permet d'aller chercher dans ton identité. Et je pense que c'est bien. C'est bien surtout c'est une richesse. Et on peut pas se permettre on peut plus se permettre d'effacer ça. On peut plus se permettre de laisser ça de côté parce que c'est une richesse dans plein de domaines, que ce soit dans le spirituel. Je le mets en premier parce que je le mets que ce soit dans le médical, les plantes. On se rend bien compte que manger des patates douces
par exemple, c'est mieux qu'une patate comme on connaît, une pomme de terre. Dans la danse, dans la musique, dans les langues, pour nos frères arabes, dans les mathématiques, il y a beaucoup de choses on ne sait pas comment les pyramides de Gizeh ont été faites encore complètement, mais c'est parce que il y a des choses c'est important, je crois, c'est une richesse, mais incroyable de pouvoir et de pouvoir aller chercher dans notre passé, dans notre culture, dans notre africanité, ce qu'on est réellement. Ouais. Tu sais, en te posant les questions, je me dis, on se promène. Ouais, on se promène, on voit où est-ce qu'on va, et puis en même temps, c'est tellement vaste. Quoi, c'est vaste. Parce que c'est vaste. j'ai cherché redéfinir les codes masculinité pour les hommes, finalement avec un petit H, avec un grand H. Là aussi, ça me rappelle, j'avais un événement de basket, K54. Le premier que j'avais fait, t'avais une dame qui s'était levée aussi, lorsqu'on fait, on disait, mes gens qui viennent d'ici, levez le bras, les gens qui viennent d'ici, levez le bras, nanana. Et elle s'était levée, elle a dit, mais en fait, c'était une grande dame, elle était, je me rappelle d'elle, elle avait un énorme afro, un peu roux, tu vois, et elle était, de loin, tu vois, elle avait énormément de prestance. Et elle s'était levée, elle a dit, ben en fait, vous voyez, moi, j'ai 15 origines, en fait. Et en fait, je suis citoyenne du monde, donc je me reconnais ni dans seulement ça, ni dans seulement ça. Donc en fait, et elle s'était levée, elle était partie. Alors que c'était un événement où tu avais fait 3 heures de queue le matin à 6 heures du mat pour pouvoir rentrer, tu vois. Puis en plus, on se définit pas seulement par le passé, hein. Par contre, c'est quelque chose d'important à faire, d'aller chercher. Moi, puis il y a un grand mouvement de ça, tout le monde qui cherche ses origines et tout ça. Et, on se définit aussi par ce qu'on vit au quotidien et notre histoire. Et on n'en a pas parlé, mais nos enfants aussi, voilà. Et c'est pour eux aussi qu'on fait ça, parce que nous, on est de passage, on est tous de passage. Le monde leur appartient en fait. C'est pas. Mais tu vois, ça me permet de faire la transition vers la question d'après. Tu vois, tout ça, ça participe quelque part à prendre soin de toi. Oui, complètement. Mais comment toi aujourd'hui, comment tu prends soin de toi Et alors, là, on l'a parlé de manière très introspective, mais aussi on peut être sur des choses très matérielles. Genre, tu disais que tu faisais pas de skincare, mais finalement, on remarque aussi qu'il y a beaucoup d'hommes qui disent ne pas prendre soin d'eux, mais en fait, techniquement, ils prennent soin d'eux. Juste que peut-être leur palette, elle est pas hyper développée, mais c'est pas grave, parce qu'ils font quand même des choses. Comment toi tu prends soin de toi en fait aujourd'hui? D'un point de vue intro, si tu veux, et d'un point de vue matériel, si tu veux aussi. Moi, ma façon de prendre soin de moi, c'est un peu drôle, mais je joue aux échecs. C'est aussi bête que ça. Là, je suis dans un club d'échecs. Tu sais, quand je suis venu vivre en France, je me suis dit, parce que c'était pas ma décision. À la base, c'était la décision de madame. Elle voulait se rapprocher de la famille parce qu'elle avait 2 enfants et elle avait pas beaucoup de. Enfin, c'était la volonté. La volonté, pardon. Ouais, c'est vrai, il faut être précis. Et donc, quand on a pris cette décision-là, j'avais les chocottes parce que voilà, on s'entend que la France, il y a plusieurs France, tu vois ce que je veux dire, et donc je savais pas où j'allais atterrir. C'était le premier pas vers C'était le premier pas. Je me disais si j'y arrive en France, parce que la Belgique, je connais un peu, tu vois, j'avais de la famille et tout, mais ici je me suis dit il va falloir que je fasse des choses. Je suis à l'aube de la quarantaine, moi j'ai 37 ans, des choses qui vont pouvoir il faut que j'y trouve mon compte en fait. Au-delà des enfants, il va falloir que je pense aussi à moi, parce qu'on fait beaucoup de sacrifices quand on devient papa. En 2026, voilà, parce que madame travaille, toi aussi tu travailles, donc il faut tous les deux mettre la main à la pâte, c'est normal. Ce qui est important. Et on en a 2, donc je peux te dire que c'est du boulot et je sais pas comment les autres y font. Donc moi, je me suis dit, quand je vais venir ici, je viens en France, pays de foot, je vais enseigner, je vais aller prendre un cours, une licence pour entraîner les enfants. Au foot. J'ai toujours voulu faire ça, point de vue tactique et tout ça, comprendre, voilà. Et je pensais que ça allait me remplir ça a été le cas, je l'ai fait. Parce que j'ai pas travaillé directement, hein. Au début, je travaillais pas, donc il fallait bien que je m'occupe. Je me suis mis dans un club d'échecs. Parce que j'adore ça, pour apprendre des trucs et tout ça, et c'était super.
Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ouais, je vais à la salle, je vais à la salle aussi pour moi. Et voilà, c'est des moments où je suis capable de sortir de mon cadre familial, de mon cadre professionnel et que je fais vraiment ce qui me plaît. Après, j'écoute beaucoup de vidéos, de trucs pour apprendre sur, sur ma culture. On en a parlé juste avant. Et ça aussi, ça m'emplit de joie. Ouais. Et voilà, après on voyage aussi à travers l'Europe. On est dans un beau coin de pays qui nous permet d'aller dans plusieurs, en Italie, en Espagne, même ici en France, tu vois beaucoup de choses. Donc c'est ça à peu près. Voilà. Après je suis pas un peu de muscu, un peu de calisthénie, un peu de foot. Ouais, du temps avec les enfants. Tu t'en fais déjà aussi. Ouais. Puis t'as conscience que tu fais ces choses-là aussi. Oui, mais franchement, j'en ai bavé, moi, avec la paternité. Les nuits courtes, les enfants qui dorment pas, tout ces... Donc, il fallait des zones, des safe zones, on va dire. Et là, justement, dans la même idée, je suis en train de penser, de chercher une retraite. J'ai été voir un monastère. Ok. Ouais, ça, c'est un truc que j'ai envie de faire. Une retraite pour vraiment silencieuse, sans téléphone, sans rien, pour justement avoir une zone un peu de méditation. Ouais. Je sais pas si ça va être chez les bouddhistes, les cathos, je sais pas où je vais aller, mais je suis en train de chercher ça. Ouais. C'est bien. Là, c'est hyper intéressant ce que tu racontes, parce que on se rend compte qu'il y a des choses qui sont déjà mises en place, mais toujours la recherche de pouvoir encore créer des safe zones. En fait, ça participe à prendre soin de soi, en fait, selon moi, en tout cas, pour pouvoir justement ne pas se laisser juste complètement un peu absorbé par le... Un peu de course aussi. Ah, je me suis pas encore mis. Un peu de course, ça m'a aidé beaucoup. La course, j'ai couru beaucoup l'année dernière. Là, je le fais moins parce que bon, là, j'ai plus l'énergie avec le boulot. Le boulot, c'est presque plus possible, mais un peu de course, c'était... Hein. Il nous reste peut-être moins de 5 minutes. J'ai 2 questions. La première, c'est est-ce que tu as un message à faire passer? Pourquoi je suis assis ici, c'est parce que j'aimais bien l'idée du self-care. Hein. Je pense que c'est l'idée de ta chaîne et c'est complètement adapté et c'est ce qu'il faut qu'on promeut. Surtout chez les hommes, l'homme moderne, voilà, je crois quand même qu'il est en crise. Il est en crise parce qu'en crise identitaire, comment faire, comment être, comment plaire, comment. Donc ça passe par le self-care, ça passe par aller chercher en soi. Et ça, c'est pas facile. C'est pas tout le monde qui a cette volonté ou cette capacité. Et donc, moi, je le souhaite à tous les hommes et aussi, et surtout, voilà, il faut qu'on prêche pour l'équipe, les hommes de notre communauté aussi, parce que encore eux, ils ont encore un autre... c'est encore un segment différent, mais c'est nécessaire aussi, voilà. Bien sûr. Ce qui peut être, comment dirais-je, similaire entre le fait de prendre soin de soi intérieurement et de prendre soin de soi en skincare, par exemple, ou même au salon. Le point commun, c'est que dans tous les cas, tu es obligé de te regarder dans un miroir. Hein. Tu es obligé de te regarder dans le miroir et tu es obligé... Et je souhaite à chacun d'entre nous d'être fier de ce qu'il voit. Voilà, parce qu'on est tous beaux, comme j'ai pu te l'entendre déjà dire. Oui, c'est vrai. Mon Dieu, on n'est pas parfait, mais authentique. Voilà. Tu sais, c'est la tagline, mais la tagline nous a été importante parce que personne n'a à définir les codes de beauté pour l'un et pour l'autre. Non, tu vois, genre, c'est pas nous, les garçons, on l'a beaucoup fait et on le fait encore pour les femmes, par exemple. Tu vois, définir ce qui est beau, ce qui est pas beau, alors qu'en fait, si tu veux, c'est pas une personne ne définit tes critères à toi de beauté qui te sont personnels et qui te regardent que toi, tu vois. Alors, j'ai les 3 mini-questions et on finira sur ça. C'est 1, ton rêve d'enfant. 2, ton voyage de rêve. 3, le héros ou l'héroïne de ton enfance. Ok. On va commencer avec le début. Hein. Mon rêve d'enfant. Quel était-il? Mon rêve d'enfant, comme plein d'enfants, c'était d'être un footeux, c'est pas original, hein, mais voilà. Non, c'est ton rêve d'enfant. Être dans l'équipe belge,
ce moment-là de foot et faire la Coupe du Monde. Mais après ce que j'ai vu hier... Moi, je suis français, l'équipe de Belgique, c'est un peu compliqué pour nous. Ouais, mais non, mais après, vous jouez avec nous en ce moment depuis plusieurs années, donc... mais après, voilà, j'ai vécu aussi la Coupe du Monde 98, ça, voilà. Et c'est vrai qu'après, j'ai un peu retourné ma veste. Et c'est pas pour rien que je suis avec une Française. Voilà. Culturellement, ouais. Voilà. Ton voyage de rêve? Mon voyage de rêve, dernièrement, je suis allé sur mes terres d'origine et c'était magnifique, ce sentiment-là de toucher à quelque chose qui était si lointain, tu vois, en grandissant ici, à toucher à ma culture, tu vois, mais le toucher littéralement. Et j'avais l'impression d'être à la Mecque. Ouais. Mais pour répondre à la question, parce que je ne sais pas, mon voyage de rêve aujourd'hui, ce serait peut-être, il y a plein de destinations. J'ai envie d'aller quelque part en Amérique du Sud. Ben, ça, c'est vraiment actuel. Ça va un peu dans ce que je te disais en mode retraite. J'aimerais aller en Amérique du Sud ou en Asie dans un truc très très calme, montagneux. Je sais pas, j'ai le Pérou en tête. Chili, Pérou, la cordillère des Andes ou bien vers le Népal. Ça, c'est actuel, mais c'est parce que j'ai 2 enfants qui pleurent toute la journée, qui se disputent entre eux à la maison. Donc, je sais pas si c'est mon voyage de rêve, mais pour le moment, actuellement, c'est soit le Chili, dans la cordillère des Andes ou le Népal. Ok. Ouais. L'héros ou l'héroïne de ton enfance? On est encore dans les clichés, hein. C'est la mer, hein. C'est la mer. J'en ai pas beaucoup parlé sur notre discussion, dans notre discussion, mais moi ça a été ma mère parce que bon, c'est ton premier amour déjà, et parce qu'elle était forte. Et par contre, j'ai parlé des difficultés qu'on avait en Belgique, mais c'est elle qui les supportait. Moi, j'ai eu une enfance, j'ai senti le stress de mes parents, mais ma mère, les femmes de ma famille, et puis les Congolais sont matriarcaux, je sais pas. Ouais. Ouais. Et donc les femmes de ma famille, elles m'ont soutenu, elles ont fait, j'ai pas manqué d'amour. Et je pense que c'est un enfant qui manque d'amour, il peut en mourir. Et alors que moi j'en ai. Et c'est grâce à eux, quoi. Donc c'est ça. Christian, on arrive au bout. Je te remercie grandement pour ton témoignage et tout ce que tu nous as dit. Merci à toi. C'était un plaisir d'échanger. Plaisir partagé. Voilà. On se dit à bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao.